Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence avec Olivier Demangel pour une émission spéciale Festival de Cannes. Olivier, on lui doit notamment Atlantique, Tirailleurs, Novembre, Tapis, Kaboul, Mercato, Le Roi Soleil, Chien 51 et Moulin qui est en compétition officielle. On se retrouve justement avec Olivier et Maxence comme d'habitude après les petits audios de circonstance. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressineau. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Séquence avec Maxence comme d'habitude à mes côtés. Coucou Maxence. Salut David, comment ça va ? Ça va très très bien. Un épisode spécial Cannes qui s'est improvisé au fur et à mesure des jours précédents avec notre intervenant du jour, notre invité que j'accueillerai dans quelques instants. Avant les petites précautions d'usage, comme dans les avions avant qu'ils s'écrasent, les sorties de sécurité sont à droite et à gauche. Surtout, merci de nous mettre régulièrement encore dans le top 10% des podcasts les plus écoutés de France. C'est toujours un grand plaisir. Voilà, vous rappelez aussi qu'il est toujours de bon usage de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, que ça soit le Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Pourquoi ? Parce que ça permet à l'algorithme de devenir ami avec Séquence et de nous recommander à tous les gens qui vont écouter des podcasts sur le cinéma, les séries télé, etc., etc. Et je le redis encore, merci à toutes et à tous de nous écouter fidèlement et d'augmenter du coup cette audience, parce que être régulièrement dans le top 10% des podcasts les plus écoutés de France, c'est toujours un exploit pour un podcast que nous on avait toujours pensé très confidentiel avec Maxence au départ, mais il faut croire que ça vous plaît, donc on est vraiment ravis. Sans plus tarder, j'accueille Olivier. Coucou Olivier. Bonjour. Bonjour. Olivier Demangel, tu as réussi à nous trouver une petite place avant ton départ à Cannes au moment où on enregistre cet épisode. Et vous qui nous écoutez, c'est en plein dans le festival. Donc, comme on disait avec Olivier en off, on te dit un grand merde pour la sélection de Moulin en sélection officielle. Merci beaucoup. Et voilà, donc c'est un vrai plaisir, et on parlait aussi en off de cette diaspora vosgienne dont on fait partie tous les deux. Et absolument. Donc Maxence rêverait de faire partie de cette secte où on mange des pommes de terre, évidemment, et du minster et des brimbelles et autres choses. Je mange pas le fromage, moi personnellement, mais c'est clair. Il fait de moi un mauvais vosgien, je pense. On est tous des mauvais vosgiens, Olivier. Sans doute. Je laisse la parole à Maxence après cette intro qui est toujours beaucoup trop longue. Eh bien, bonjour Olivier, merci d'avoir répondu présent. Pour te décrire un petit peu rapidement à nos auditeurs, donc tu es auteur et scénariste. On peut te connaître pour avoir participé sur Atlantique, sur les séries Tapis, Kaboul ou encore Baron Noir. Plus récemment, on peut citer Chien 51 ou Moulin, comme l'a dit David, qui est en compétition pour la Palme d'Or.
Ma première question, c'est tu viens de l'ENS, de l'agrégation et tu as fait la FEMIS après. À quel moment tu as su que tu devais ou que tu voulais écrire pour le petit ou le grand écran? Écoute, quand est-ce que j'ai décidé je voulais être romancier à l'origine, d'ailleurs j'écris des romans de temps en temps, mais et c'est un peu au fil de mes réflexions quand j'étais à Normal Sup et que je cherchais une issue professionnelle. J'avais pas terriblement envie d'enseigner, j'ai enseigné d'ailleurs assez longtemps, mais j'avais pas envie de rester enseignant longtemps. Je sentais que les romans que j'écrivais, j'allais pas vraiment vivre, donc je me suis vraiment posé la question de comment, transformer mon amour du récit dans une activité professionnelle, et c'est là que je me suis penché sur le scénario. Aussi parce qu'un ami de ma sœur m'avait proposé d'écrire un scénario avec lui. En fait, j'aimais beaucoup le cinéma, mais j'avais jamais imaginé que j'avais un peu cette espèce d'illusion, d'idée qu'on ne pouvait pas rentrer dans ce milieu quand on venait d'où je venais. Et puis, j'avais fait des études vraiment très littéraires, donc ça m'amenait pas forcément vers là. Et en écrivant ce film et comme ça, en y réfléchissant, je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'essayerais pas la FEMIS C'était amusant d'ailleurs parce que ma prof de cinéma à me disait, vous l'aurez jamais, mais bon, c'était une sorte de running gag pendant un certain temps entre nous. Et puis j'y suis arrivé, et voilà, et en sortant de la FEMIS, ensuite j'ai commencé à écrire. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé, succinctement. Cet ami avec qui tu as écrit ce scénario, c'était déjà un professionnel ou c'était quelqu'un que tu as croisé qui s'est dit « j'aimerais trop écrire ». Non, c'était quelqu'un qui avait fait un film une dizaine d'années avant. D'ailleurs, ce film qu'on a écrit, il l'a jamais fait, mais on a eu l'aide à l'écriture du CNC. Et je me dis, tiens, c'est OK, en écrivant, on peut gagner sa vie. C'est vraiment très, ça paraît un peu idiot de tout centrer sur le fait de gagner sa vie, mais enfin, c'est des problématiques qu'on a quand même à 25 ans. Donc, ouais, voilà, d'accord. Même après, hein, voilà. d'accord. Exactement. Et par ailleurs, j'avais eu un enfant à 20 ans, donc j'avais des problématiques quand même de professionnalisation assez urgentes. Voilà, donc ça m'a mis quand même dans une forme d'urgence, je pense. Et non, et du coup, cet ami, là, il avait fait déjà un film produit par Besson, d'ailleurs, un petit film de boxe, je pense, dans les années, je dirais 90 à peu près. Voilà. Je me rappelle plus du titre de son film, mais Jamel Wahab, il s'appelait lui. Voilà. Ok. Du coup, il y a quand même cette étape un peu importante, tu le disais, de gagner sa vie. Tu as ce premier, on va dire, coup de pouce du destin ou de ton travail. Et comment tu arrives à faire accélérer les choses? Parce que c'est quand même une étape où beaucoup se cassent la gueule. En sortant de la FEMIS, tu veux dire? Ouais. Écoute, la chance que j'ai eue, la deuxième, c'est qu'à l'époque, je faisais des fiches de lecture pour une Sofica, qui était dirigée par une productrice maintenant qui s'appelle Catherine Bozorgan et qui m'a présenté Albert Dupontel, avec qui et dont elle était en train de produire Le Vilain. Et du coup, elle m'a demandé de faire des fiches de lecture sur Le Vilain. Les fiches ont beaucoup plu à Albert. Du coup, j'ai rencontré Albert. On a sympathisé beaucoup. Je suis allé sur le tournage. Ensuite, je suis allé sur le montage. Et pendant le montage, il m'a dit « Est-ce que tu voudrais pas m'aider à réfléchir au film d'après ?» Et c'est comme ça qu'on a travaillé 2 ans sur 9 mois ferme. Donc ça, évidemment, ça a été qu'il y a eu par ailleurs le César du meilleur scénario. Alors, je n'étais pas directement scénariste, j'étais collaborateur, mais bon, c'était quand même c'était pas mal. Une belle reconnaissance. Exactement. Et en parallèle, j'ai fait un peu des projets comme nous tous, quoi, des projets un peu de séries qui ne sont pas écrites, de films qui sont pas tournés. Et puis ensuite, je pense qu'il y a eu un peu... l'autre grand déclenchement, je dirais, c'est quand même quand on a eu le Grand Prix avec Atlantique, à Cannes, justement, qui était un peu le premier film d'auteur que j'écrivais. Vraiment, j'avais écrit entre-temps un film de Mathieu Vadepied qui s'appelait La vie en grand. Et je pense que le Grand Prix, ça m'a un peu plus identifié dans le milieu. Donc après, j'ai fait des films toujours très divers. Donc j'ai vécu des lignes un peu, j'ai l'impression, toujours un peu parallèles. De façon générale, tu as beaucoup coécrit, tu peut-être coécris encore beaucoup. Comment toi, tu approches la coécriture? Comment tu trouves les bonnes personnes avec qui coécrire aussi? Alors, quand tu parles de coécriture, tu parles de coécriture avec des scénaristes, avec des réalisateurs, ou les deux, ou toutes les formes de coécriture? Tout est intéressant dans toutes les propositions que tu as citées, mais je pense Oh qu'on va là là, cette réponse de Normand, Maxence, incroyable. Écoute, j'invite une autre région, même si c'est pas la mienne.
Mais ouais, non, mais je pense que peut-être, en tant que scénariste, donc avec un scénariste dans un premier temps, la question avec, le rapport réalisateur, elle viendra pour après. Alors, justement, je coécris pas beaucoup avec des scénaristes. C'est pour ça que je te pose cette question. OK. Je l'ai fait. Déjà, j'écris quand même pas mal, je pense. Bon, en général, tout est un peu de la coécriture. J'essaye quand même d'écrire pas mal de scénarios seul, même sans réalisateur. Ça a été le cas de Novembre, c'est le cas de Moulin. Voilà. C'est ensuite en série, bien sûr, je coécris avec des scénaristes en règle générale, parce que même si j'ai pas fait beaucoup de séries, c'est quand même en général comme ça que ça se passe. Mais dans les films, en fait, je crois que j'ai écrit Mercato avec Thomas Finkielkraut. Et là, on a écrit à deux sans réalisateur, et c'est ensuite Tristan on sortait de la série Tapis qui l'a réalisé. Mais je travaille pas beaucoup justement avec d'autres auteurs. Enfin, en cinéma en tout cas, je travaille plutôt avec des réalisateurs. Ouais. Et justement, c'est intéressant parce on a vu dans plusieurs interviews que tu avais données que tu as longtemps, en tout cas, tu as beaucoup travaillé sur la place de l'auteur vis-à-vis du réalisateur. Tu peux nous en parler un petit peu de cette réflexion que tu as sur comment tu Oui, arrives à alors c'est garder pas. ce petit cercle de Ouais. protection? Euh, Comment tu deviens intéressant pas fou, en fait, tout Intéressant simplement? comme question. Je vais peut-être aller m'allonger derrière du coup pour y C'est répondre. ça. Je prends 75 € la consultation. Ouais, c'est ça, exactement. Non, comment en fait, j'ai aucun problème avec la place du réalisateur je pense qu'il y a une dévalorisation du statut de l'auteur dans les 40 dernières années. Enfin, en post-nouvelle vague, ça c'est vraiment un cliché, mais on peut toujours le dire quand même. Et moi, c'est vrai que peut-être parce que j'ai un ego surdimensionné, j'en sais rien, mais je pense que c'est important que le travail du scénariste il soit reconnu pour ce qu'il est. Je pense qu'on a tout intérêt, et les réalisateurs les premiers, à avoir des scénaristes qui se sentent plus reconnus et qui sont du coup qui sont plus à même de donner plus, en fait, parce que quand on reçoit plus, on donne plus. Je pense que c'est un peu bête mais un peu vrai. Et du coup, voilà, j'essaye de valoriser cette place-là. J'ai essayé assez tôt de me demander ce que ça donnerait de tenter d'écrire des films sans réalisateur qui ne soient pas des comédies ou des films de genre, parce que traditionnellement, c'était un peu comme ça que ça se passait encore dans les années 90-2000. C'est-à-dire que voilà, il y avait des scénaristes qui écrivaient des comédies plutôt de studio, et ensuite le studio trouvait un réalisateur. Ça arrivait beaucoup moins sur des films, disons, moins de genre. Je pense à Novembre, par exemple, où c'était quand même un pari assez important qu'on a fait avec le producteur, parce que c'était sur un sujet quand même très spécifique. La probabilité de trouver un réalisateur sur un sujet aussi fort était faible. C'est encore plus le cas pour Moulin, qui est là carrément un film d'auteur. Donc, je pense que ça fait pas si longtemps que... ça fait plutôt longtemps, pardon, je dis dans le mauvais sens, mais il faudrait regarder, j'ai pas regardé, mais il y a pas si souvent que ça à Cannes des films en compétition, européens en tout cas, qui soient pas écrits par le réalisateur ou même coécrits. Et je pense que c'est important pour notre métier de voir qu'en fait le scénario est revalorisé à la place qui est la sienne. On peut pas imaginer que l'industrie entière dépende des scénarios pour se financer, et qu'une fois le film sorti, le scénariste n'existe plus. Ça veut pas dire que le scénariste est tout, parce que le réalisateur restera toujours l'auteur du film, et les films sont des films des réalisateurs. Mais voilà, ils sont valorisables au même titre que les acteurs, au même titre que les producteurs, au même titre que... C'est ça que j'essaie de défendre, disons. Et Jean-Bray, mais est-ce que ça t'a déjà causé des problèmes avec un réalisateur qui s'est dit: «Mais qui est cet Olivier qui met son nez partout et qui veut pas que je réécrive et qui veut pas...» Alors, Parce que tu as non, une parce position qui est forte, parce que je précise pour nos auditeurs et nos auditrices, nous on le voit aussi avec Maxence, c'est-à-dire qu'on nous encourage très fortement, très souvent, à quasiment mettre alors nous on est déjà un duo avec Maxence, donc un trio avec un réalisateur au moment de l'écriture. C'est assez rare, comme tu le dis, cette impulsion entre le producteur et le scénariste sans avoir de réal dans la boucle. C'est vrai, mais je corrige ce que tu as dit avant, parce que j'ai jamais interdit à qui que ce soit de réécrire quoi que ce soit. La question, c'est le travail en confiance, en fait. C'est ça. En fait, le réalisateur arrive avec ses idées, je suis personne pour lui dire non, on fera comme c'est écrit. C'est pas, enfin, peut-être que ça existe un peu aux États-Unis, ça, sur les plateaux de séries télé, mais c'est pas mon cas du tout. La question, c'est simplement que il n'y ait pas d'aspiration du scénario par la mise en scène, et qu'il n'y ait pas de disparition. Mais en fait, c'est une question d'échange. C'est pas une question de prise de force. C'est que moi, j'aime beaucoup travailler. C'est le cas, par exemple, avec
avec Cédric Jiménez, j'aime beaucoup travailler avec lui sur l'écriture et puis ensuite sur le plateau s'il a besoin de moi, comme ça a été un peu le cas sur Novembre par exemple, et ensuite au montage et au fait que ce dialogue continue, mais ce dialogue il continue en vue du film, il dialogue pas en vue de la position de l'un ou de l'autre. L'idée c'est de faire le meilleur film possible. Alors après il faut pas confondre l'idée d'essayer de lutter pour que la reconnaissance soit plus importante et il y a aucune prise de position de force dans quelque processus d'écriture que ce soit. Ensuite, sur le rapport avec les producteurs, c'est encore une autre question parce que c'est vrai que c'est pas, comme je disais juste avant, c'est pas extrêmement courant d'avoir des tandems producteurs-scénaristes sans réalisateur. Mais justement, j'espère que les exemples que je donneront des idées en fait, et que ça s'est déjà fait. Je suis pas le premier, mais plus ces choses-là vont se multiplier et plus ça peut donner des envies. Après, il faut quand même reconnaître une chose, si on est objectif, c'est que je l'ai fait et pour le moment, ce n'est possible, à mon sens, de le faire que parce que ce sont des sujets, j'allais dire historiques, c'est pas tellement le mot, mais si en fait, un peu quand même. C'est-à-dire, je pense que c'est pas quand même, on n'est pas dans un monde où un scénariste pourrait écrire une histoire 100% personnelle qui serait réalisée telle quelle par un réalisateur indépendamment de. Peut-être que ça, ce sera possible un jour, mais en tout cas, c'est le cas là quand je cite Novembre ou Moulin, c'est des films quand même, c'est des événements assez forts, des films assez forts, même s'ils ont des points de vue extrêmement particuliers qui relèvent d'une politique d'auteur, ça reste quand même des sujets que tout le monde peut s'approprier, je pense. Justement, tu parlais du coup de l'auteur-réalisateur. Est-ce que toi, c'est une question qui s'est posée pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait d'être le réalisateur de tes films? Pas du tout. C'est une question qu'on m'a déjà posée et à laquelle j'ai toujours donné la même réponse. Je n'en ai pas envie. Oui, mais on retente parce que les autres nous ont payé pour qu'on te repose la question, tu vois. Ah non, bien sûr. Non, mais même on ne jamais si tu as changé d'avis. Ouais, on sait jamais, tu vois. Peut-être une fois à force. Non, mais que des producteurs m'ont posé. Je veux dire qu'on m'a déjà proposé de le faire sur des sujets que. Mais je pense que j'en ai pas envie. Je trouve que c'est un art spécifique. Faut pas galvauder cet art-là non plus. Je suis plus pour justement qu'on ait de plus grands metteurs en scène que des scénaristes qui mettent en scène. Mais non, je pense pas que je le ferais. J'irais plus, je sais pas, j'ai commencé un peu la production, j'irais plus vers ça. La production au sens plus artistique du terme que financière, économique, mais j'irais plutôt plus une sorte de directeur le récit. peut-être, ouais. Oui, ce genre de format, peut-être, mais le plateau est pas un endroit qui m'intéresse extraordinairement. Ça m'angoisse, je pense qu'il y a trop de monde, j'aime bien être tout seul, moi, donc je sais. D'ailleurs, tout seul, tu l'es assez souvent parce que tu es un gros lecteur. Nos auditeurs, nos auditrices le Ça se verront voit un pas. peu d'ailleurs, je pense. Ouais, alors ils le non, ils verront le pas. verront pas, mais. Non, ils le verront pas car justement, ils ont supprimé la version vidéo sur YouTube et qui ne sert absolument à rien. Nous faisons trop peu d'audience en vidéo, donc on l'a gardé que la version audio sur YouTube. Ça, c'est pour la petite aparté. Mais effectivement, déjà, tu écris des romans, tu es un grand lecteur et tu as une méthode de travail qui est plutôt assez pertinente. C'est les bibliothèques que tu constitues autour de tes sujets. Tu peux nous en parler un petit peu ? Vous les voyez un peu derrière moi, puisque c'est précisément là ma bibliothèque professionnelle. C'est ça, ok. Donc il y a quelques centaines de bouquins derrière toi. Ouais, un bon 1000, je pense, au moins. Mais oui, non, écoute, j'ai tendance à... Ça dépend bien sûr des sujets, mais en fait, je me suis quand même fait une spécialité, même si ça m'agace, de traiter des... Alors, on appelle ça de biopic. J'aime pas cette notion, mais force est de constater que j'en ai fait quand même quelques-uns en quelques années. Et c'est vrai que quand j'aborde un sujet, quel qu'il soit, j'aime bien lire beaucoup dessus. Commencer par la lecture, plutôt même que de revoir des films ou de pas tant m'inspirer des narrations passées, parce que je regarde en cours de route, mais j'aime beaucoup ça et annoter les livres. Et en fait, en général, j'oublie tout. Et dans ma tête, ça se synthétise et ça finit par ressortir d'une façon ou d'une autre. Ouais, encore, tu minimises presque un peu ton travail parce que sur certains scénarios, tu disais que tu pouvais lire jusqu'à 40, 60 livres sur la thématique. C'est-à-dire qu'en fait, tu te mets dedans, mais comme un sportif de haut niveau, en fait. Exactement. J'essaie de couvrir le champ, en fait, parce que je cherche... Ça a été le cas, par exemple, sur Novembre, où j'ai lu tout ce qui s'était écrit. Alors après, Novembre, c'est un film que j'ai commencé en 2017, donc assez peu de temps après l'événement. Et du coup, il n'y avait pas 200 livres qui étaient parus dessus, mais quand même déjà une bonne trentaine, je pense. Et je voulais lire parce que je cherchais le point de vue, en fait.
Et je pense que là, en ce moment, je travaille sur un autre sujet. Donc, j'ai acheté plus de 200 livres, je crois. Alors, si vous Que êtes je dirais pas libraire, je vous conseille de vivre près de ouais, chez Olivier parce que exactement. tu fais tourner une Mais boutique avec toi, en fait. oui, il faudrait. Sur Le Bon Coin, j'adore. C'est mon péché mignon. Je fais des listes. Tu sais, je prends Ouais. on peut faire des lots. J'adore ça. Je peux passer des nuits entières à faire ça. Créer des lots, mais des fois, du coup, je reçois 2 ou 3 fois le même livre parce que j'ai oublié que je l'avais mis dans un autre lot. Enfin bon, bref, ça, c'est un autre problème, une autre névrose. Non, mais voilà, en fait, j'essaye de lire pour bien comprendre les enjeux et ensuite de trouver le point de vue là-dedans de qu'est-ce qui, comment à la fois je vais pouvoir raconter le film et en même temps qu'est-ce que je vais nourrir à l'intérieur. C'est intéressant dans le cas de Moulin, par exemple, parce que Moulin n'est pas du tout un biopic, contrairement à ce que son nom pourrait être suggéré. Je ne sais pas si vous savez de quoi parle le film, mais il parle des derniers jours de De Jean Moulin, la vie de ouais. Jean Moulin. Donc c'est vraiment de son, disons, la veille de la veille de son arrestation à sa mort. C'est un sujet sur lequel il n'y a aucune source. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. 12 jours, ça dépend un peu, parce qu'on n'est pas absolument certain de sa mort, mais disons, voilà, sur cette période-là, il y a aucune source, personne ne sait ce qui s'est passé. Il y a 1 ou 2 éléments qu'on sait historiquement. Bon, évidemment, je parle pas d'avant son arrestation, mais l'arrestation est très renseignée. Et ensuite, quelqu'un l'a recroisé. Voilà, on a quelques informations très, très éparses. Mais pour autant, pour écrire ce film, j'ai quand même relu toute la vie de Jean Moulin. Parce que je voulais essayer de voir comment dans le film, je pouvais essayer d'être le plus juste possible sur le personnage, sur la façon dont il pourrait dialoguer, sur ce qui pourrait être en jeu dans les scènes. Voilà. Donc, le point de vue n'empêche pas aussi une connaissance un peu plus vaste. Mais je pense que ça, c'est une des formations de mes études. Et après, par ailleurs, je pense vraiment pas être le seul à travailler comme ça. Mais Est-ce que tu dirais du coup que tu as une difficulté à t'arrêter dans la recherche, avant de pouvoir écrire? Ou alors ça se combine peut-être avec le fait d'avoir, enfin dès que tu as un point de vue ou que tu as vraiment une ligne directrice, c'est le moment où tu te dis: «Bon, j'ai plus besoin de lire, ou de m'imprégner en tout cas pour pouvoir commencer à écrire». Et à côté de ça, du coup, vu que tu en as parlé un petit peu, tout ce qui est biopic, adaptation, ce genre de choses, toi, tu aimes laisser quelle place à la fiction dans ces univers? ok, c'est 2 questions différentes, on est d'accord, hein. Ouais. Sur la première, je dirais que à un moment, j'arrête de lire, ça c'est sûr. En fait, c'est la nécessité simplement de rendre des textes, hein, qui fait que, en fait, je me lance. Tu as une Ensuite, deadline, en fait. voilà, oui. Ensuite, je travaille quand même depuis quelques années beaucoup avec des assistants qui lisent beaucoup aussi pour moi, voilà, qui font beaucoup de fiches, parce que j'ai de moins en moins de temps de tout lire aussi, hein, donc il faut quand même que je leur rende hommage parce qu'ils font un travail quand même qui est vraiment assez exceptionnel. Enfin, ils sont plusieurs, c'est pas plusieurs par projet, mais ils sont plusieurs sur les différents projets. Et ensuite, pour faire une transition vers ta deuxième question, c'est assez intéressant dans un film comme Johnny, par exemple. Vous avez peut-être vu qu'on tourne dans 3 semaines, là, le film de Cédric Jiménez avec Benjamin Voisin. Benjamin Voisin, tout à fait. Ça a été un travail assez édifiant, je trouve, parce que donc il y a un assistant qui s'appelait Édouard qui travaillait avec moi, avec qui on s'est réparti l'été avant de commencer les livres qu'il fallait lire. Évidemment, je lui en ai donné beaucoup et moi les meilleurs, parce que sur Johnny, là, non, je plaisante un peu, mais sur Johnny, c'est vraiment, il y a des livres, c'est très très compliqué de les lire quand même. Ouais. Mais je pars toujours du principe que dans le livre du garde du corps, on pourra toujours trouver une anecdote ou quelque chose qui va nous intéresser spécifiquement. Donc, alors après, c'est pas exhaustif, mais on essaie de se dire, voilà, plus on peut en faire, plus on le fait. Et à un moment, donc la rentrée est arrivée et il fallait qu'on commence la construction. Et là, je lui ai dit, écoute, toi, tu continues de lire. En fait, tu constitues la mémoire de Johnny Hallyday et moi, je passe dans la fiction. Donc, j'ai synthétisé dans ma tête. Alors oui, ce que je disais pas, c'est que quand je lis les livres, j'ai toujours 2 types de fiches parce que je fiche les événements qui sont intéressants, mais j'ai toujours à côté des fiches de dramaturgie où je commence à penser un peu comment des fils pourraient se tisser entre les différents éléments que je note. Donc, j'ai quand même toujours les 2. Donc après, j'abandonne les fiches de documentation, quoi. Donc, je repars de la dramaturgie, essayer de construire. Mais pour construire, évidemment, on fait de la fiction. Donc, c'est des films de fiction pour finir. Donc, le réel ne rentre plus dans la fiction. Donc, à partir de là, son rôle à lui, que je lui avais assigné, était que moi, je construis le film
Et lui, comme il est la mémoire du vrai personnage que moi, progressivement, parce qu'on finit par se convaincre nous-mêmes de nos mensonges de construction. Donc, et lui me disait, ça, c'est une ligne rouge que tu peux pas franchir. C'est là, tu vas beaucoup trop dans la fiction, c'est pas possible en telle année. Enfin, c'est pas compatible avec. Et là, je réfléchis en fait. Lui, est-ce qu'il a raison ou pas? C'est-à-dire, est-ce que il y a un autre moyen de raconter, de passer par parce que le biopic est un art complexe parce qu'il faut faire passer de la dramaturgie dans la vie de quelqu'un. Et quand on prend le Johnny, par exemple, ses 30 ans de sa vie, sur 2h30, mettons, je sais pas combien fera le film, mais 2h30 de film, on va pas raconter 30 ans dans les détails, donc il faut trouver des lignes dramatiques et après il faut que ça rentre en fait. Quand on a fait Tapis, c'était tout le problème aussi. Le mec a eu Ouais, c'est ça, tu peux pas faire un empilement 1547 vies. de. Non, tu peux pas. Ça n'a aucun sens. Il y a des films qui se font comme ça, un peu Wikipédia, mais moi ça m'intéresse un peu moins. Et quand on faisait Tapis, tu vois, on avait 1547 vies du gars qu'il fallait réussir à trouver un fil là-dedans. Et des fois, ça concorde pas, en fait. Donc, on se dit, pourquoi il a pas fait, on a envie de corriger la vie du mec, mais c'est pas trop possible. Donc, on triche tout. Voilà, on fait vraiment de la fiction, mais on essaie de faire de la fiction vraie. Tristan, il avait une formule après Tapis, il disait tout est vrai à 50%. Voilà. C'est-à-dire que, non, mais il a raison. C'est-à-dire que, en fait, rien n'est vrai dans Tapis. Rien ne s'est vraiment passé comme ça. Et pourtant, tout ce qui est raconté a quelque chose qui a du sens par rapport à des choses qu'il a vécues. Quand je dis rien n'est vrai, je vais un peu loin. Oui, t'exagères. Oui, chose vraie, c'est la question de la vérité n'a pas de sens en fait. Mais un documentaire non plus n'est pas vrai en fait. Un documentaire, c'est un point de vue, c'est une ligne, on raconte la vie d'une façon qui pour qu'on en tire des leçons. Donc le biopic, c'est ça en encore plus approfondi en fait. On essaie de trouver là-dedans l'axe de ce qu'on veut raconter et on fait rentrer tout ce qui nous intéresse dans la vie du personnage pour que ça raconte quelque chose. Et pour finir, on espère que les gens ils s'y reconnaissent. Et Tapis, par exemple, ça a été un peu polémique au début sur est-ce qu'ils n'ont pas raconté n'importe quoi. Même la famille n'était pas forcément hyper emballée par le film, par la série, je veux dire. Et pour finir, je pense que les gens, y compris ceux qui le connaissaient bien, se sont reconnus dans la trajectoire. Je dirais presque que ce qui est intéressant, c'est de faire revivre de l'intérieur ce qu'il a pu vivre. Peu importe que, dans le fond, en telle année, il ait eu une autre voiture, un autre chat, un autre enfant, un autre... Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de retrouver une énergie du personnage. On essaie de restaurer. Comme si, quelque part, on le reprenait de... J'aime beaucoup toujours la formule de Rousseau au début des Confessions quand il dit « à l'intérieur et sous la peau », mais c'est vraiment ça, on essaie de réécrire à l'intérieur et sous la peau. Et non pas de faire un récit historique. Ce qui, sur certains sujets, est très compliqué. Sur la famille Tapis, tu as eu des retours? Non, à l'époque, ils s'étaient publiquement prononcés un peu contre la série, mais il n'y a pas eu de retour. On n'a pas eu de retour spécifique sur de la famille. Enfin, je veux dire, pas en face à face, je veux dire, mais non, mais je peux le comprendre en fait. Je sais pas si j'aimerais on fera jamais un biopic de ma famille, donc ça tombe bien, mais je sais pas si c'est une intrusion qui est forcément violente en fait. Ouais. Donc je peux complètement le comprendre. Après, il y a des sujets sur lesquels ça heurte plus ou moins. Par exemple, moi, j'avais vraiment la sensation, bon, indépendamment du fait qu'on travaille avec des avocats quand même, mais j'avais pas la sensation, en finissant Tapis et en voyant la série pour la première fois, que quelqu'un allait se dire Tapis est vraiment une ordure, pas possible, le plus gros escroc de tous les temps. Et j'essaye toujours d'écrire par-delà les impératifs moraux. C'est-à-dire, je veux pas que... je dis souvent que j'écris ni à charge ni à décharge. On n'était pas là pour sanctifier, et ce sera la même chose avec Johnny. On n'est là ni pour les sanctifier, ni pour les déshonorer. On rétablit une trajectoire. Je pense que ça plaît pas parce que ça heurte des vérités. Je sais pas, je pense par exemple à des choix qu'on nous a contraints juridiquement à faire. Le fait que Tapis n'ait que 2 enfants dans la série alors qu'il y en a eu 4. Bah, je me dis, si je suis un enfant de Tapis, forcément, je peux pas prendre bien la série. C'est un peu logique. Alors que nous, en fait, quelque part, on l'oblige parce que ça permet de brouiller les pistes et qu'on n'attende pas la vie privée à leur vie privée. Donc, quelque part, c'est pour les protéger. Et d'une autre façon, en même temps, ça forcément, ça les dérange, ce que je peux comprendre. Donc, on essaie de faire ça le plus moralement possible. Alors, je viens de me contredire, je dis je voulais pas d'impératif moral, mais ce que je veux dire par là, c'est que le point de vue n'est pas moral, mais on essaie de le faire en sorte que ça ne blesse personne. Et du coup, je rembraye, mais sur Johnny, le contexte est même encore un peu différent, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des batailles juridiques entre les héritiers, il y a des scandales à tout va. Comment toi, tu arrives à nager
en eau paisible autour de tout ça, du coup? Parce que le film va être regardé, va être décortiqué, ça va être, Moi, c'est plus à Cédric qu'il faudrait poser cette question, mais lui, maintenant, il a pris le relais du bébé, du scénario et de la mise en scène. Mais je pense que le point de vue, c'est public, donc je peux le dire maintenant, mais le point de vue de départ qu'on a arrêté, qui me paraissait intuitivement, en fait, à peine j'ai commencé à lire le plus fort, c'était de terminer au Parc des Princes 93. Mmh. Je sais, cette image assez extraordinaire où il traverse la foule pour aller sur la scène. Parce que Ouais. c'est l'histoire du mal-aimé qui veut être aimé de tous. Donc ça me paraissait Mmh. une image très belle. Et puis, voilà, parce que c'est ça qu'on cherche toujours au début dans ce genre de sujet, c'est où on commence, où on finit, quoi. C'est quoi sur Tapis, c'était la même chose. Moi, à Tapis, on avait la prison, c'était plus facile, mais et du coup, quelque part, je sais pas pour faire de la langue de bois, mais je pense que ça répond à ta question parce que toutes les querelles d'héritage, de ce qui s'est passé ensuite, en fait, ne rentrent pas tout simplement dans ce qu'on a raconté. Donc, Ouais. j'ai pas de point de OK. vue particulier dessus. On saura pas s'il meurt à la fin. Non, bah attends, je vais pas vous dire ça. Et Scoop, il est mort dans la vraie vie, par contre. Ça, Oh ça, je peux non! le dire. Non, zut! Ah merde! Putain. Est-ce qu'il y a des sujets, sur lesquels, des producteurs t'ont approché et toi tu t'es dit, «Ah c'est pas tellement viable dramaturgiquement, je sais pas quoi en faire». C'est genre ces sujets en fait qui vont impressionner les producteurs, qui vont être, vraiment un effet de mode potentiellement, mais que toi en fait, tu vois pas un intérêt? J'ai pas le souvenir comme ça quand tu me poses la question de m'être fait cette réflexion. Hem, j'ai pas le souvenir. Ensuite, en fait, la plupart des films que j'ai faits, c'est quand même soit des réalisateurs qui sont venus avec une idée Ouais. spécifique. C'est le cas de Johnny, par exemple, hein. C'est Hugo Sélillac et Cédric qui m'ont proposé de le faire avec eux. Mais j'ai pas le donc ou alors c'est des choses que j'ai généralement suggérées moi-même. C'est le cas de Oui. Novembre, par exemple. Ou alors il y a des cas un peu à mi-chemin comme Moulin. En fait, c'est Alain Goldman, le producteur, qui m'avait proposé de faire le biopic et j'avais refusé parce que je sentais un biopic de Jean Moulin, c'était pas, enfin, en tout cas, je voyais pas comment le faire. Mmh. Et ensuite, c'est le moment où on parlait beaucoup de la scène Montgolfier Tapis à la fin de la série Tapis. Et du coup, je l'ai rappelé, je lui ai dit, si tu veux, ce que je peux faire, ce qui m'intéresserait, c'est de faire les interrogatoires de Moulin et Barbie. Alors, Mmh. c'est le modèle Montgolfier Tapis est quand même vraiment très loin. Donc, quand je dis ça, c'est pas Le pas une contexte était un référence peu vraiment de différent. l'identité. Le contexte était différent, mais la mécanique avait quelque chose de commun. C'est-à-dire, c'est l'affrontement suprême un peu quelque part. Celui qui Ouais. ne parle pas face à celui qui veut faire parler, comme le procureur sournois face à la bête de scène, quoi. Donc il y avait, je trouvais, dans la typologie de l'affrontement quelque chose de commun. Et par ailleurs, je crois que ce que je préfère faire dans le scénario, c'est les longues scènes dialoguées. Enfin, c'est ce que je préfère généralement. Donc je me disais, tiens, c'est un territoire qui est intéressant. Bon, après, ça a posé énormément de problèmes de dramaturgie. Voilà, ça a été compliqué, mais c'est comme tous les films à écrire. Encore que c'est vraiment je voyais hier, parce que j'avais besoin de retrouver un document, le premier synopsis, je l'ai rendu mi-juin 2024 de Moulin. Donc c'est quand même, on peut dire, c'est un film qui s'est fait assez rapidement quand même. Ouais. OK. Mais, donc attends, pourquoi je te disais, non, voilà, donc je lui avais proposé ça, et donc en fait, c'est comme ça qu'on s'est lancé sur ce film. Mais j'ai pas en fait, ça m'arrive, on me propose quand même pas mal de choses. Et j'accepte très peu de choses. Et en fait, alors quand j'étais plus jeune, j'acceptais plus de trucs parce que je me disais, tiens, ça peut le faire. Mais en général, la première intuition qu'on a ça va pas le faire, ça finit par ne pas le faire. Et donc, j'essaie de voir dans les trucs qu'on me propose. Là, je parle vraiment dans l'idée de producteurs qui me proposent des idées, hein. Je parle pas de réalisateurs ou de. Ouais. Voilà, j'essaie de voir comment me l'approprier et comment le prendre. Ça m'est arrivé parfois par exemple, sur un film qu'on avait fait avec Cédric, mais qu'on n'a pas tourné, qu'il n'a pas réalisé finalement, sur l'affaire Bettencourt. Ingrid Bettencourt, hein, pas l'affaire Bettencourt, Neuilly-sur-Seine. Donc,
Je me rappelle, et vous aurez, enfin, d'ailleurs, la plupart des gens pourraient comprendre cette intuition, que quand il me l'a proposé, Ingrid Betancourt, c'était pas complètement mon rayon, et que je voyais pas trop comme ça pourquoi ça l'excitait tellement, en fait. Et je lui ai dit, bon, bah, pourquoi pas? Il m'a dit, mais si, lis son livre, même Le silence a une fin, mais lis son livre et tu vas voir, je suis sûr que tu seras convaincu. Et j'ai dit le bouquin qui est vraiment extraordinaire. Et je lui dis, tiens, je l'avais pas vu comme ça. Et là, du coup, on est parti, en fait. Mais c'est un peu un des seuls cas où je me rappelle j'essaie de réfléchir. Après, il y a des films qu'on a du mal à trouver aussi, qui sont très, très longs, quoi. Ouais. Je sais pas, quand j'ai fait Tirailleurs, par exemple, le film que vous avez peut-être vu avec Omar Sy. Bah, ce film, on a mis, je sais pas, 6 ou 7 ans à le trouver. On est parti dans tous les sens, on a retourné de la dramaturgie et ils ont la réécrit 97 fois. Donc là, c'était presque l'inverse. J'étais convaincu qu'il y avait un film extraordinaire à faire, mais je ne trouvais pas comment le raconter. Et bah, et Mathieu, avec qui j'écrivais, qui l'a réalisé. Mais en fait, c'est difficile de tirer des règles, vous le savez autant que moi, dans ce métier, en fait, où chaque projet a un peu toujours son histoire spécifique. Ok. Est-ce que tu es amené à lire les scénarios des autres et si la réponse est oui, parce qu'on peut te solliciter pour un pote, pour avoir un avis, etc. Et pour toi, quel est vraiment le déclic, le point sur ces scénarios que tu peux lire où tu te dis là, ça va être un grand film? Est-ce que dans les premières minutes, il se passe quelque chose, les premières minutes de lecture, de narration, un personnage, une séquence, un dialogue? Comment toi tu repères qu'il y a de l'or dans la mine? Alors j'en ai lu beaucoup des scénarios plus jeunes. J'en lis beaucoup moins maintenant. Ça m'arrive de faire des consultations, des choses comme ça, donc je les lis quand même. Mais qu'est-ce qui fait que je pense qu'il y a quelque chose dans le ton dès les premières pages où on sent oui qu'on part dans quelque chose de très fort. Donc je dirais que c'est plutôt ça, mais quand on me fait lire les choses, comme je l'ai dit, avec un regard plutôt analytique, c'est pas du tout la même chose que d'être spectateur d'un film, en fait. Je suis toujours plus marqué par les films finis. Moi, c'est un peu idiot ce que je dis, mais parce qu'en fait, je lis pas les scénarios comme je lis en sorte de les analyser dès le début. Et on m'a jamais fait lire un scénario sans que je sache de quoi ça parle et que j'en connaisse un peu Alors, à part à l'époque, quand je faisais des fiches de lecture, comme on fait tous, quand j'étais plus jeune, là, on reçoit les scénarios, on sait pas de quoi ça parle, donc on les découvre. Et ça m'est arrivé d'être vraiment très bluffé par quelques films, et d'ailleurs d'être moins bluffé en les voyant finir que quand je les avais lus. Et inversement, d'ailleurs, des films que j'avais lus, que j'avais pas trop aimé, je me dis, ah ouais, tiens, je m'étais un peu bourré quand même. mais ouais, non, en général, je sais déjà de quoi ça parle, donc dès le début, en fait, j'ai une lecture déjà un peu analytique des choses. Mais oui, ça va. Puis c'est beaucoup les dialogues en réalité. On voit tout de suite quand c'est bien dialogué ou pas bien dialogué, mais voilà. Je sais pas si je réponds très bien à ta question en réalité, mais Non, très bien. Donc, pour plonger un peu plus dans l'aspect méthodologie de ta façon de travailler, donc tu es romancier aussi. Est-ce que ta méthodologie, elle diffère lorsque tu écris un roman de lorsque tu écris un film ou une série? Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer comment? Et de façon générale, comment tu structures, par quoi tu commences? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que tu as besoin de trouver ton angle? Parce que tu nous as expliqué un petit peu tout l'aspect recherche, mais quelle est la suite de ça? Alors déjà, ça fait longtemps que j'ai pas écrit de roman là, parce que j'ai eu un peu des années chargées ces 3-4 dernières années, mais je dirais que c'est deux arts vraiment très très différents. Et je pense pas du tout qu'il y ait le moindre point commun entre les deux façons de les écrire. Et ensuite, et ça va sans doute vous étonner ou vous décevoir, mais j'ai pas vraiment de méthodologie, je crois, en fait, ce qui me rendrait vraiment assez inapte à enseigner dans des écoles de scénario, je pense, parce que parfois, ça part des personnages, parfois, j'écris beaucoup de dialogues à la main, en fait, donc sur des cahiers ou des fiches. Et en fait, c'est par les scènes dialoguées que je me dis, tiens, j'aime bien cette scène, donc on va arriver à cette scène à un moment. Parfois, c'est en fait aussi beaucoup par la structure, en fait. Mais j'ai pas vraiment de méthode particulière pour construire, en fait. Mais après, sur le déroulement, moi, j'aime beaucoup aller au séquencier directement.
Je déteste faire des formes courtes, en fait. Alors on est un peu obligé, mais c'est vraiment ça m'ennuie, c'est ce qui m'ennuie le plus. C'est quoi cette version de traitement? Ouais, des synopsis longs, des traitements de Les 10-15 pages, traitements c'est encore pas plus, ton... ce qui est assez contradictoire parce que c'est ce qui ressemble le plus, dans le fond, à la forme Un romanesque. séquencier. Mais Oui. ouais. Mais moi, j'aime tout de suite découper en scène, en fait. J'aime tout de suite voir comment ça va être, par quoi tout ça va passer. Donc, et en général, contractuellement, c'est toujours les premiers documents que je rends, c'est les séquenciers. Donc c'est assez haut risque parce que quand ils sont nuls, c'est quand même beaucoup de travail pour un piètre résultat. Mais j'ai l'impression qu'il faut que ça commence déjà dès la première lecture à se déployer dans des scènes, dans des dialogues, même si c'est le séquencier, une forme j'aime bien parce que quand on ne sait pas trop comment faire, bah on met en 3 lignes les 4 scènes d'après et on commence à développer un peu et je trouve que c'est ce qui donne le plus une vision du film final en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais après, des fois, on est obligé, je sais pas, là, dans des séries, de faire des arches, donc on est obligé de passer par des synopsis courts, hein, mais c'est pas là où je prends le plus de plaisir et je trouve que c'est très casse-gueule, en fait. Et séquencier, il prend plutôt pour toi la forme de post-it collé partout autour de toi? C'est un doc Excel parce que tu es hyper organisé? Est-ce que c'est sur un brouillon avec des feuilles qui traînent partout? Ça prend quelle forme cette construction de séquencier pour toi? Bah, c'est un peu comme je disais tout à l'heure sur les fiches, en fait. En général, j'ai vraiment dans le détail, mais j'ai toujours 2 doc Word ouverts, voilà. J'en ai un où il y a plein d'idées, en fait, et l'autre où c'est de la préconstruction. Et donc, et après, la préconstruction, et je la fais vraiment point par point, en fait. C'est genre scène 1, 2, l'ouverture, 2, 3, etc. Et je la remplis progressivement. Et quand, à un moment, je suis content du transvasement de l'un dans l'autre, je rédige. Voilà, c'est vraiment comme ça que je fais. Et ça, presque sur tous les films, je pense. Hein. Quand j'écris tout seul, parce que quand on est 2 ou 3 ou 4, enfin 4, je travaille pas vraiment à 4, mais là, bon, on discute et puis on note, quoi. Mais quand je suis seul, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Sur combien de séquences à peu près avant de partir? En général, je sais sur un film, c'est à 70, on sait qu'on va passer à 100, quoi. À 70 points, 60-70 points. Oui, parce qu'après, ça dépend du sujet aussi. Hein. Oui, après, c'est sous-découpé. Mais ça dépend aussi des films, en fait, parce que ça dépend de ce qu'on raconte. C'est sûr que Johnny, par exemple, la première version de scénario devait faire, je vais pas vous 183 pages, je pense, quelque chose comme ça. Je me doute, oui. Donc le séquencier le séquencier faisait 65 pages, je pense, quelque chose comme ça en Word. Donc c'était quand même déjà un gros morceau, mais déjà très dialogué, etc. Donc voilà, mais ensuite il y a des films où on va plus vite à l'écriture aussi. De toute façon, là je donne c'est des cas, hein, mais des films Et d'ailleurs, un point qui est intéressant pour finir la question, mais le fait que le cast change sur le film Johnny, est-ce que toi, ça impose une réécriture pour toi ou vraiment tu dis non, ça changera rien? Dans ce cas-là, ça n'a rien changé, non. Ouais. Non, puisque c'est plus, je dirais, le cast a changé pour que ça colle mieux à la vision de Cédric. Et aux incompatibilités. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais je pense que ça allait plus dans le sens du film que dans l'autre sens. Après, est-ce que j'ai eu des changements de casting qui ont impacté Je réfléchis. Je crois pas. Je crois pas que ça me soit arrivé. Je crois pas. Non, je crois pas que j'ai eu un cas où ça a impliqué de la réécriture. Je ne crois pas. J'essaie de faire le tour des films dans ma tête, mais tu peux aller sur Letterboxd pour voir ton... Ouais, pour voir les... Non, je ne voyais pas, j'ai des affiches dans ça, donc quelques-unes, donc je me dis, ça me permet d'avoir un mémo. Quand on compare des projets de long métrage ou de séries sur plateforme que tu as pu avoir, est-ce que tu as le sentiment que tu écris différemment selon le spectateur qui va potentiellement regarder seul chez lui sur sa télé, qui va binger, et celui qui est en salle, qui justement vient au cinéma pour vivre une autre expérience? Évidemment. Je dirais que j'ai l'impression que le spectateur de série, il doit être plus tenu en haleine dans une narration beaucoup plus forte, très rythmée, percutante et très 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 narrative. Et ce que j'essaye de faire, je sais pas que j'y arrive, hein, mais le spectateur de la salle, il faut créer de l'émotion chez lui.
Moi, j'ai l'ambition, ou quand j'écris, ou ça marche pas à chaque fois, mais qu'on va sortir de là avec voilà, on va en parler, on a vécu quelque chose. On a été ému, on a rigolé. Alors, je fais pas beaucoup de comédie, mais enfin, toutes les émotions qu'on peut procurer dans le film, et qu'on en sorte avec un effet, quelque chose. Et je pense que la série, c'est moins ça, en fait. C'est plus de la narration pure. Et c'est intéressant que, par exemple, le Moulin est un bon cas pour ça, parce que c'est un film c'est un film très immersif, qui a vocation à nous mettre dans la peau de Moulin, du labyrinthe terrible dans lequel il est pris, dont on connaît l'issue, un peu comme Titanic, quoi. Et pourtant, quand on arrive à la fin, j'ai envie, je sais pas si ça marchera et comment les gens vont vivre, mais qu'on soit ému par sa mort qu'on savait arriver, mais parce qu'on a vécu quelque chose avec lui, en fait. Et si j'avais fait un Moulin en série, je l'aurais évidemment jamais écrit comme ça, je pense. Voilà. Et après, ensuite, d'une plateforme à l'autre aussi, je pense que l'accent n'est pas forcément mis sur la façon, entre Tapi et Kaboul, par exemple, c'est pas tout à fait le même type d'écriture. On n'est pas exactement allé chercher la même chose non plus. Et c'est pas les mêmes contraintes. Par exemple, dans le cas de Kaboul, la contrainte principale, c'était la coproduction internationale. Donc, il fallait des gens de tous les pays coproducteurs. Donc, ça nous arrangeait pas forcément, mais il a bien fallu travailler avec cette contrainte. En fait, après, chaque projet a ses contraintes à chaque fois, en fait. Donc, et puis on essaye d'écrire, et l'expérience aide beaucoup pour ça, avec une espèce de connaissance et d'intuition des contraintes de production. On essaye mais c'est pas toujours facile, parce que des fois on déborde, mais de se dire, bon, il faut quand même que ça reste réaliste dans la production française pour que ce film se fasse. Je sais pas à quoi je pourrais, je sais pas quel exemple je pourrais donner, mais un film comme Tirailleurs, par exemple, on savait très bien qu'on pouvait pas refaire des tranchées entières et avoir des assauts complets et des milliers de soldats. Donc il fallait essayer de trouver une narration aussi qui colle avec les contraintes de production qu'on intuitionnait, qu'on allait avoir. Donc on essaie aussi d'adapter la narration à la production d'une certaine façon, pour rendre les films viables, tout simplement. Est-ce que tu l'adaptes aussi, est-ce que tu t'adaptes aussi aux évolutions du marché? Je pense notamment, aux diffuseurs qui aujourd'hui, quand on voit un peu les conflits, affrontements, oppositions entre France TV et Canal+, quand on voit qu'il y a beaucoup de groupes qui refusionnent, qui font des gros amalgames, la difficulté de certains indépendants à émerger. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui impacte ton écriture aussi? Est-ce que les grandes mutations du secteur, au niveau de la distribution et de la diffusion, est-ce que c'est quelque chose qui à un moment impacte le scénariste que tu es? Est-ce qu'on te dit, tiens, là c'est pour France TV, donc il faut que ça fasse moins Canal+, ou vice versa? Non, je dirais pas ça. Pour le moment, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Évidemment que comme tous les scénaristes, une fois que le scénario est fini dans le cinéma, l'angoisse, c'est comment il va se financer. Donc, et à chaque fois, les films prennent des chemins différents. Donc, on a toujours l'angoisse qu'il ne se finance pas. On a l'angoisse qu'il ne trouve pas de distributeur, de chaîne, parce qu'il est trop particulier. C'est surtout le cas dans le film d'auteur, d'ailleurs. Mais en fait, à la fin, des chemins se font. Moi, je trouve que l'avantage de ces mutations, c'est que ça ouvre toujours des nouveaux guichets. Il y en a qui ferment, il y en a qui réouvrent, il y en a qui s'étendent, il y en a qui se réduisent. Bon, pour le moment, j'ai pas eu encore j'ai pas un trop mauvais ratio de films écrits pour films tournés. Donc, je vois pas, mais je vois bien que je sens bien autour de moi, et on le sent bien dans le milieu, que la nasse se réduit quand même, et qu'il y a de moins en moins de projets dans tous les domaines. Il y a moins de séries, il y a moins de films, il y a moins de... Et les réformes de France Télé, ça va évidemment poser des problèmes Canal+, en finance beaucoup moins. Donc c'est sûr qu'il y a un impact, en fait, mais je l'ai pas encore vécu, disons, à l'échelle de l'écriture elle-même, en fait. J'ai pas eu à réduire. Après, sur tous les films, et où j'ai vécu, et tous les scénaristes le vivent, on est toujours obligé d'adapter un moment ou un autre pour la production, quand même, enfin pour le tournage, parce que le financement est jamais à la hauteur égale de ce que ça coûtait, parce qu'il y a des problèmes de décor, donc en fait on réadapte toujours. Mais j'ai pas encore vu que c'était spécifique à ces mutations-là du milieu. Quel est ton ratio de
projets produits qui ont été tournés, contre celui des projets qui ont peut-être été développés, mais qui n'ont jamais été au bout? J'ai pas compté, mais je pense que je pense que, combien de choses j'ai développées? Beh, pas tant que ça en réalité, hein. J'ai plutôt la chance de après c'est un entonnoir, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y en avait beaucoup plus il y a 15 ans et il y en a de moins en moins maintenant. Heu, Aussi parce que je pense que j'ai la chance d'être dans une position qui me permet, presque dès le début, de savoir si le projet il est viable ou non, en fait. Heu, donc de savoir, par exemple, c'est quand on commence à écrire avec Cédric, assez peu de chances que le film se finance pas. Ça peut toujours ne pas se financer, mais on sait qu'on a quand même moins de chances que sur un premier film. Mais ensuite, il y en a quelques-uns, même que j'aimais beaucoup, qui se sont pas faits. Mais pour te dire un ratio exact, je pourrais pas te donner un chiffre, mais je dirais qu'il y en avait beaucoup plus avant qu'il y en a maintenant. Voilà. Mais OK. ça va revenir, hein, je pense. Oui. Et puis ça va dépendre. Et puis parfois, il y a là, par exemple, j'ai écrit cette année un film dont je ne peux pas vous parler, qui est relativement ambitieux et sans réalisateur, et je suis pas sûr qu'on y arrive, par exemple. Ah, mais c'était pas Oui Oui dans l'espace, tu m'as dit? En off? Exactement, C'est ça, c'est exactement, tout à fait. une odyssée En spatiale, animation, pour les enfants, en effectivement. animation, exactement. Voilà. Tout à fait mon genre. Je vous interdis complètement tous de déposer, si vous nous écoutez, cette idée qui est complètement débile, je vous le dis tout de suite. Et toi, quel est, je reviens sur une question de tout à l'heure sur tu t'en as parlé brièvement, mais sur la place des avocats, puisque comme tu as adapté, voilà, la vie de personnes, qui sont encore, bien, bien bordées sur la loi, quelles ont été la place justement de tes échanges avec les avocats pour Tapi, pour Johnny? On sait que du coup enfin voilà, tu fais dire les scènes, on va te retoquer sur un mot, sur une séquence, sur quelque chose. Ça s'est passé comment sur les différentes cas de figure que tu as connus? Alors, ça s'est passé qu'on rencontre, je vais parler de Tapi, parce que c'est quand même le plus éloquent. On a rencontré l'avocat au tout début, avant de commencer à écrire. Alors, faut savoir que c'est un projet un peu spécifique parce que c'est un projet qui était sur Canal+ à l'origine, qui a été arrêté par Canal+, et on a après traversé le désert avec ce projet pendant plusieurs années, et c'est au moment du confinement que Netflix nous a rappelé pour l'adapter en série. Alors, à l'époque, chez Canal+, c'était 2 fois 100 minutes. Il a fallu passer à 6 fois 52, qui sont devenus 7 fois 52, en gros. Et là, on a rencontré une avocate avec le producteur Bruno Naon et Tristan assez tôt, qui nous a un peu donné le cadre, en fait, de ce qu'on pouvait faire et pas faire. Ce qui est intéressant à savoir, parce qu'en droit français, il y a 2 choses qu'on ne peut pas faire, c'est la diffamation et l'atteinte à la vie privée. De toutes les personnes représentées dans la série, pas seulement de Bernard Tapie. C'est-à-dire que sa femme, ses enfants, je sais pas, Mitterrand, enfin n'importe qui apparaîtra dans la série sera... sauf que la diffamation s'éteint quand on est mort. Donc c'est un peu différent, mais il peut toujours quand même y avoir atteinte à la vie privée. Et du coup, une fois qu'on a ce cadre, elle relisait, disons, chaque version pas toutes les versions, hein, enfin peut-être qu'elle a lu toutes les versions, je sais pas, mais en fait, elle est surtout intervenue à la fin de la construction, en relisant et en faisant des notes, en fait, de ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Il y avait assez peu de choses dans le fond. Parce qu'en fait, déjà, le droit est libre, hein, on est des auteurs, on peut un peu raconter quand même ce qu'on veut. Et en fait, la diffamation, il faut être quand même vraiment un drôle de personnage pour diffamer quelqu'un dans une fiction. Enfin, on va pas raconter des escroqueries qu'il a pas faites, on va pas le montrer battre sa femme, on va pas le montrer, enfin, il n'y a pas de raison de lui prêter des attitudes criminelles. Donc, une fois qu'on le sait, et la règle étant que si ça a été jugé, on peut le raconter. Donc, dans le cas de Tapi, qui a eu 4000 procès dans sa vie, je pense qu'on avait quand même un peu de matière devant Ouais, nous. t'avais de la matière, c'est tranquille. Voilà, ouais, un peu. Et ensuite, l'atteinte à la vie privée, c'est un peu à l'appréciation du juge, en fait. Donc, en fait, tout ce travail juridique consiste à dire si quelqu'un porte plainte contre la série, comment le juge va voir. Celui va avoir la série, et il va voir l'accusation, enfin, on appelle ça, oui, l'accusation. Et comment, en fait, le juge va décréter est-ce que c'est atteinte ou non. Donc, si jamais on est délicat dans la façon de traiter le sujet, parce que je pense que la délicatesse est importante, notamment sur la vie privée. C'est-à-dire que voilà, c'est sûr qu'on va pas montrer des scènes de sexe, on va pas montrer des scènes de disputes violentes, on va être délicat dans la façon de traiter ça. Qu'il y a un panneau au début de la série qui est très clair sur
Ça ne prétend pas être la vérité. On ne dit pas que ça s'est passé comme ça. Tout ce qui est de l'ordre de la vie privée a été refictionné. Et les dialogues, enfin, tous les panneaux qu'on voit Ouais, qui les sont un petits peu pénibles disclaimers, au début ouais. des séries. Ouais, mais qui en fait, c'est le juge en fait. Le juge en fait regarde l'équivalence entre le panneau du début, c'est-à-dire les informations qui ont été au spectateur, et ce qui est dans la série. Et en fait, s'il voit qu'on a dit les situations de vie privée sont inventées et que dans la série, on n'a pas montré le mec mettre une gifle à sa femme ou je ne sais pas quoi, ou la tromper avec quelqu'un, ou inversement, en fait, il va dire, voilà, le spectateur n'est pas trompé sur ce qu'il voit, en fait. Donc, il n'y a pas de raison de... C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, malgré tout, on en tient compte, mais j'ai pas trouvé que c'était extraordinairement contraignant, en fait. Et que comme on essaie quand même, comme je disais, délicat, mais aussi un peu juste, en fait, on essaie de raconter quelque chose de la vie du personnage, de ce qu'il a traversé. En fait, on n'a pas de raison d'aller dans les excès, en fait. On n'est pas polémique, en fait. Donc, et c'est ce qui fait que je pense, quand les gens ont vu Tapi, ceux qui l'aimaient pas ont aimé la série, et ceux qui l'aimaient avant ont aimé la série aussi. Parce qu'on n'a pas essayé de se situer dans la condamnation, ou au contraire dans la louange. De façon générale, j'ai un peu l'impression que tu aimes pas mal dépeindre ou travailler avec des univers où le personnage est pris souvent dans des systèmes qui est un peu plus grands que lui, ou voire beaucoup plus grands que lui. Est-ce que tu dirais que c'est juste? Est-ce que ça fait partie de ta blueprint? Et si oui, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Oui, je pense. Je pense qu'il y a toujours un affrontement entre l'individu et le système, qui est spécifique aux sociétés aussi dans lesquelles on est, en fait. Je pense que ça vient aussi du fait que j'ai grandi dans une famille dans les Vosges, voilà, très loin de toute forme de pouvoir, et que je me suis fait un chemin là-dedans. Donc je pense qu'il y a dans ces trajectoires-là, dans celle de Tapi par exemple, quelque chose qui paradoxalement était assez presque personnel, en fait. C'est l'homme qui a dit il n'y a pas de plafond de verre, on peut y arriver. Donc, et ça ne veut pas dire que j'approuve ça, ce qu'il a fait dans sa vie. Mais il y avait quelque chose qu'il y a dans cette énergie-là, en fait, de ce qu'il a dû affronter et de la trajectoire qu'il a eue, quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et évidemment que dans le cas de Tapi, et comme souvent, en fait, le réel le rattrape, en fait. Mais dans quelques sujets, dans Mercato que j'ai fait que j'ai écrit avec Thomas, quand on a adapté Chien 51, en fait, ces thématiques des individus qui sont pris à l'intérieur du système et qui doivent essayer de s'en sortir et de trouver une vérité là-dedans est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu disais dans une interview qu'on a retrouvée de toi que sur Novembre, tu avais carrément changé ton fusil d'épaule entre les premières versions et les suivantes, parce que la toute première devait être un multi-point de vue sur cette nuit-là. T'en arrives à quel moment tu arrives à cette conclusion, et en quoi ça casse quelque chose et ça rouvre quelque chose d'autre? Ça a mis du temps sur Novembre, je dirais que ça a mis quand même pas loin d'un an. En fait, c'est la vraie question, c'est ce qu'on veut raconter. Donc, quel est le point de vue qu'on a sur le sujet? Et mon idée avec Novembre était parce que la France n'est pas un pays où on a l'habitude de faire des films avec des éléments aussi récents. Alors, le film, pour finir, il est sorti en 2022, je pense. Donc, on était quand même déjà à 7 ans de l'événement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je l'ai commencé, c'était en 2017. Donc, on était très, très proches. D'ailleurs, avec Mathias Rubin, le producteur, les gens nous disaient, vous êtes complètement zinzin, et un film comme ça se fera jamais en France. Mais mon point de vue, mon intuition, c'est que ce qui s'était passé cette nuit-là était extrêmement intéressant d'un point de vue, je dirais, politique. C'est-à-dire, en fait, la République est restée debout. En fait, on a tous vacillé émotionnellement, mais il y a des gens dans l'ombre, en fait, qui soient médecins, qui soient pompiers, qui soient policiers, qui soient même profs le lendemain matin, pour tous ces profs qui ont dû réouvrir les écoles le samedi matin, expliquer ce qui s'était passé. En fait, la fonction publique, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, peut-être parce que je suis normalien et aussi parce que j'ai une assez haute idée de la République, dont on connaît tous les défauts, mais on vante jamais assez aussi les louanges. Et les hommes de l'ombre de la République, cette fonction publique, en fait, au moment où nous, on était tous reclus chez nous et dans l'émotion de l'événement, en fait, ils ont bien dû travailler eux, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est un beau sujet de film de raconter ça, en fait. Et du coup, en fait, j'ai proposé à Mathias Rubin de raconter cette nuit-là dans le point de vue de cette fonction publique. Alors, j'avais pris un magistrat, j'avais pris des policiers, j'avais pris
des médecins, bien sûr, dans les hôpitaux, parce qu'en plus, c'est un moment où il y a des médecins qui ont dû arriver de Corse, de Bretagne, atterrir à Paris, parce que quand on a des cas comme ça de blessures de guerre, en fait, c'est des blessures qui ont touché plein d'organes, donc il faut plein de spécialistes de plein de domaines en même temps pour opérer. Et en fait, je me disais, tiens, c'est vraiment intéressant de le raconter comme ça, mais j'avais une contrainte morale immédiate que je m'étais mis comme ligne rouge, c'est que je ne voulais absolument pas voir les attentats. Parce que je me disais, en fait, on va pas recréer ce truc. D'ailleurs, après, le cinéma, on l'a recréé même, je pense à la série de, comment elle s'appelle, qui est sortie cette année. J'ai les Invisibles en tête, mais c'est lui en passe à Des Vivants, là. Des Vivants. Des Invisibles, c'est marrant d'avoir pensé à ça, tiens. Et en fait, en creusant ce sujet, je me suis rendu compte qu'en restant dans la nuit du 13, en fait, on était beaucoup trop proche des attentats. Et en fait, et la médecine de guerre dans les hôpitaux, on était avec les victimes. Et en fait, j'ai senti qu'en fait, ça ne fonctionnerait pas mon idée, que j'arriverais pas à rester dans mon point de vue initial, en fait. Et pendant mes recherches, j'avais rencontré des gens et j'avais rencontré un magistrat qui m'avait dit, tiens, c'est intéressant, tu veux traiter le 13 novembre, mais pour nous, le 13 novembre, il s'est arrêté le 18, en fait, parce que tant que l'enquête en flagrance elle est ouverte et que les terroristes sont dans la nature, en fait, l'attentat n'est pas terminé. Et en fait, cette phrase a résonné. En fait, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas intéressant, dans une perspective plus zéro dark thirty que ce que je voulais faire au début, de se dire, on va se prendre un pas de côté, en fait, on va avec la police qui, elle, ne va pas. Alors, en réalité, cette police-là passe sur les lieux du crime, mais bon, quelques policiers y vont et l'ensemble, disons, n'y va pas. Et en fait, de se mettre avec la police antiterroriste qui, elle, doit traquer ces types, ce qui va permettre de raconter à travers eux cette république au travail, avec en plus des choses, quand je les ai rencontrés, c'est quand même des gens qui n'ont pas dormi pendant 5 jours, c'est une veille permanente, c'est des micro-siestes de 20 minutes, c'est vraiment un travail titanesque, en fait. Et en fait, ça m'a permis de trouver un autre point de vue sur la même histoire, de le raconter évidemment très différemment, mais avec, je trouvais, la même conclusion et les mêmes enjeux, quoi. Le point de vue narratif a changé, mais pas le point de vue du film, en fait. Ton producteur, à ce moment-là, il fait pas un bon plafond en se disant que tu repars à zéro? Non, parce on était arrivé, j'avais été jusqu'au séquencier de la version d'avant, dont je vous parlais. Et en la lisant, en fait, c'était fort, hein, le séquencier. Il manquait pas d'émotion, vous en doutez bien. C'est entre les hôpitaux, les trucs, les morts, mais en fait, on s'est dit tous les deux, c'est inregardable presque. En tout cas, moi, je voulais pas écrire ça. Je voulais pas imposer ça à un spectateur, en fait. Après, que des gens le fassent, moi, tous les récits sont bons à écrire. C'est la question, c'est qu'est-ce que nous, on veut écrire et qu'est-ce qu'on choisit de raconter, en fait. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, de montrer. Et du coup, je sentais que ça, j'aurais été extrêmement gêné de montrer ça. C'était pas ce que je voulais faire. Et du coup, comme on est arrivé à la même conclusion, je lui ai proposé ça. Et je pense qu'ensuite, en termes de production aussi, ça paraît bête de le dire, mais c'était plus facile aussi de trouver quelqu'un qui s'approprie un récit comme ça, plus à l'écart, parce que à la difficulté de raconter ce sujet se doublait le fait qu'on n'ait pas de réalisateur pour le faire. Donc, fallait quand même qu'on trouve quelqu'un qui dise OK, j'adhère à cette vision-là. Et je pense que du coup, ça serait aligné mieux de cette façon à tous les niveaux, en fait. Tu as quand même pas mal dépeint des milieux politiques, policiers, économiques. Est-ce que pour toi, il y a une envie d'être un auteur engagé, enfin en tout cas il y a une notion d'engagement, ou alors tu as plus besoin de prendre du recul pour raconter une histoire telle qu'elle est avec un angle plus impartial? Je sais pas si j'ai fait beaucoup de milieux économiques comme tu dis, enfin j'en ai fait beaucoup, mais j'essaie vraiment de jamais me cantonner à un genre donc je l'ai fait, c'est sûr, mais j'ai fait, tu vois, quand j'ai fait Mercato, Tirailleurs, Atlantique, je sais pas lesquels autres, mais ou d'autres films de La vie en grand, Vers la bataille, d'autres films que j'ai écrits sont pas du tout comme ça. Évidemment, les films à enjeux politiques entre guillemets sont toujours en général plus commentés, plus vus, c'est des questions presque d'échelle en fait de cinéma. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est idiot, mais c'est l'histoire en fait. C'est à quoi je m'identifie dans l'histoire, à quoi. Et après, est-ce qu'il y a une forme d'engagement? Moi, j'ai toujours l'impression que les auteurs doivent ils s'engagent, c'est leurs écrits qui les engagent, c'est pas eux. Enfin, j'ai pas à avoir un point de vue politique sur ce que je raconte. J'avais pas ni amour ni rejet pour Tapi, par exemple. Alors si on peut pas commencer à écrire sur des gens qu'on jette à 100%. Si on réenregistre une émission en 2 ans, je préciserai quelque chose sur ce que je viens de dire. Mais l'invitation est acceptée.
Voilà, mais on peut pas partir d'un rejet c'est impossible de partir d'un rejet mais moi, c'est les personnages qui m'intéressent plus que les structures. Après, les personnages sont pris dans des structures, donc il faut bien les traiter, Oui. mais ce qui m'intéresse, je sais pas si on m'avait proposé, par exemple, une fois de Bernard Arnault, parce qu'évidemment, quoi, on est en France, donc dès qu'un film marche, on me propose beaucoup de biopics depuis Tapis, et puis beaucoup de films sur le terrorisme après novembre, etc. Mais par exemple, Bernard Arnault, j'ai rien contre lui, mais je trouve pas que ce soit que dans son histoire, il y ait Oui, quelque c'est pas chose qui romanesque en soit. fait. C'est pas romanesque. Quand les quelques biopics que j'ai fait, j'en ai pas pour le moment. Tapis et Johnny sont des personnages qui ont des vies extraordinairement romanesques. En fait, on sait même pas. Il y a tellement à raconter qu'on ne sait pas comment le raconter. Et puis ils ont créé quelque chose qui est spécifique, je trouve, et qui a du sens. Bernard Arnault, c'est super tout ce qu'il a fait, il y a pas de problème, mais bon, je sais pas si la création de LVMH, elle a changé la vie de plein de gens, il y a aucun doute, et la vie économique, très certainement. Mais du point de vue de ce que ça raconte, en fait, je trouve ça moins intéressant, indépendamment du fait que je pense qu'il interdirait très très vite un projet de la sorte. Mais J'ai une question, je trouve que c'est toujours intéressant de s'intéresser aussi aux œuvres qui ont moins bien marché. Donc, je vais aborder un film qui a un peu moins marché, tu m'excuseras, j'espère. Mais parce qu'elle parle de quelque chose que je voudrais aborder, c'est Mercato. On sait la difficulté en France de faire un film sur le milieu du football, mais en plus, tu te remets un truc en plus, c'est que tu parles effectivement des transactions entre les saisons. Ça vient d'où pour toi la difficulté d'adapter le sport numéro 1 en France, qui fait des millions de spectateurs quand il y a un match qui passe à la télé, il y a des millions de personnes qui suivent les résultats de la Ligue 1, et quand on fait Mercato, d'un coup, ça fonctionne moins bien. Même si le j'ai film pas est très encore bon, dans ma je l'ai tête. vu. Bah oui, ouais. J'aime beaucoup ce film. On n'a pas encore terminé l'analyse avec Alain, Thomas et Tristan de ce film, parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a toujours pas compris encore dans pourquoi il avait été autant rejeté, mais c'est très intéressant de l'analyser, hein, mais je crois pas que j'ai trouvé encore la vérité sur cet échec. Mais oui, alors c'est l'idée des coulisses du football. Bon, l'analyse philosophique que je pourrais donner, qui est comme ça, je me cacherai derrière, ce serait que quand un sport devient presque une religion, les gens n'ont pas envie d'aller dans les coulisses sales de ce sport, en fait. Voilà. Je sais pas si, comme si au XVIIe, en fait, on avait donné au peuple la clé du fait que la religion était bidon. Je pense qu'on aurait fini sur brûler sur une place publique. Alors ça, c'est très intéressant de voir cette théorie. Après, probablement que on a eu beaucoup de vents contraires sur ce film. Et je pense que jamais la contre-emploi était pas forcément quelque chose que les gens voulaient voir non plus. Que peut-être le film, les gens n'ont pas su avant qu'il sorte, est-ce qu'on était dans une comédie ou un drame, et que voilà, c'était un pari très risqué, Mercato, quand même, dès le départ. Carrément. D'aller dans les coulisses et avec cet acteur-là et de le raconter de cette façon-là. Et voilà, et après, ça fait partie des films, hein. D'ailleurs, il sort sur Netflix, il est sorti, puisque vous diffusez le 20, c'est ça? Il est sur Netflix le 16 mai, je crois. Donc on va voir, c'est intéressant, ça nous questionne beaucoup de voir est-ce qu'il va y avoir une vraie deuxième vie sur Netflix, en fait, et que des gens vont s'approprier, ou alors pas du tout, en fait, s'il y a vraiment, avec ce projet-là, quelque chose qui a pas pris. Est-ce qu'il y a pour revenir à notre ami Oui Oui dans l'espace, est-ce qu'il y a un genre, un format, une thématique que tu n'as jamais exploré encore, mais qui t'intéresse particulièrement? Plein que j'ignore certainement, mais qui provoquent des frustrations chez moi, pas vraiment pour le moment. Ok. Et des genres après sur lesquels j'irais pas forcément, mais après rien ne dit que si jamais on me le proposait, je sais pas, la comédie romantique, le film d'horreur par exemple, sont pas des genres sur lesquels j'irais forcément, mais encore que Ouais. en fait, peut-être que si jamais la personne s'il y avait une vision là-dedans, peut-être que je pourrais le faire, mais j'ai quand même la chance d'avoir fait pas mal de genres maintenant, en fait, quand même. De genres Oui, puisque différents. Chien C'est-à-dire, 51, c'est de la SF, j'ai fait de la SF, j'ai fait du polar, j'ai fait du biopic, j'ai fait des films très auteurs, j'ai fait des films sociaux, j'ai fait des films historiques. Donc, en fait, j'ai quand même couvert ce que j'avais envie de faire, en fait, je l'ai déjà un peu fait. Après, de la comédie pure, j'en ai fait une il y a longtemps,
mais je pense que c'est pas trop mon truc. Mais après, oui, l'idée, j'essaie de jamais essayer de refaire 2 fois la même chose. Je me suis mis dans une ligne biopic là, de fait. Donc après, je sais pas comment en sortir maintenant parce que après, je me fais trimballer par l'ensemble de l'histoire française. Sachant que Oui, oui, dans l'espace est un biopic, parce que les gens ne connaissent Tout pas à cette fait. partie de la Ouais. vie. C'est Oui, oui, qui Tout est à très fait. particulière. Moi, je voudrais revenir aussi sur autre chose. Tu parlais des années de développement qui ont accompagné Tapi entre la version Canal et la version Netflix. Ça ressemble à quoi le quotidien de ces projets qui sont dans une sorte de development hell, tu vois, pendant plusieurs années? Comment tu les fais popper? Qu'est-ce qui, à un moment, a un écho? Comment un projet a une seconde chance? Dans le cas de Tapi, c'est presque de l'ordre du miracle parce que quand Canal a arrêté le projet, on a fait le tour de tous ceux qui étaient susceptibles de le faire, qui n'étaient pas extrêmement nombreux parce que, par exemple, France 2 n'allait pas faire un projet sur Tapi. Et heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'était pas pour eux. Donc, et à l'époque, en fait, toutes les plateformes américaines, dont le siège n'était toujours pas encore en France d'ailleurs, que ce soit Amazon, Netflix, il n'y avait pas encore Apple, je pense, Disney déjà peut-être, je suis même plus sûr. En fait, nous ont dit c'est un projet trop français. Donc, en fait, les chaînes françaises ne voulaient pas le faire et les chaînes américaines trouvaient que c'était trop français. Donc, en fait, on était vraiment dans l'ombre. Et c'est vraiment ressorti de l'intuition de Damien Couvreur, qui à l'époque dirigeait Netflix France depuis Amsterdam, à l'époque de l'arrêt Canal, hein, je veux dire, Ouais. et qu'il avait lu du coup et qui avait beaucoup aimé. Mais il nous a dit c'est pas pour nous, mais c'est super, j'espère que vous trouverez quelqu'un parce que j'aime bien. Et en fait, quand il y a eu le confinement et que Netflix est passé, je ne me rappelle plus les chiffres, mais de 3 millions à 11 millions d'abonnés France, en fait, Damien a rappelé Bruno Naon, le producteur, en lui disant écoute, voilà, maintenant on a le feu vert, on peut faire des projets vraiment spécifiquement français. Moi, j'avais adoré Tapi à l'époque, est-ce que vous voulez toujours le faire? Et donc, on est reparti vraiment on pensait vraiment qu'on ne le ferait jamais, en tout cas, ou alors il faudrait attendre des années que les choses changent ou que peut-être on ait plus de notoriété, qu'on le revende, qu'on le réécrive, Et du coup, ça s'est vraiment fait comme ça. Parce qu'en général, les projets qui s'arrêtent. Je veux dire, ils ont rarement des secondes vies quand même. Mais là, en fait, il s'était un peu arrêté politiquement quand même. Donc, c'était dommage parce on avait quand même, au moment où le projet s'est arrêté, les scénarios étaient écrits, il y avait le plan de travail, il y avait le plan de financement. Enfin, je veux dire, il était prêt presque à tourner en fait. On a été arrêté très très tard dans le processus. Donc, ce qui a rendu le truc d'autant plus terrorisant et frustrant en fait. Vous avez été arrêté pourquoi d'ailleurs? Joker. Ok. Mais bon, ça, on sait que c'était le lancement de Oui Oui dans l'espace. Exactement. Qui avait absorbé tout le budget de Canal. Quelle est ta pensée sur le métier de showrunner en France? Pour toi, est-ce que c'est un peu de l'ordre du mythe ou de la réalité? Et si oui, enfin s'il est là pour toi, en fait, quelle est ta vue dessus? Comment il fonctionne? Alors, showrunner au sens américain, c'est vraiment des gens qui produisent. Alors, je pense qu'il y en a en France. Je pense qu'Éric Rochon a fait ça sur le Bureau des légendes, produire, écrire, réaliser, vraiment tenir toute la direction artistique de sa série. Je pense que Kevin Castelnau fait ça aussi maintenant dans la lignée du Bureau des légendes. Ce qu'elle a fait sur Tout va bien, non? Je me rappelle plus. Si, je crois que c'est ça, sur Disney aussi. Je pense que ça existe. Moi, je crois pas l'être au sens littéral du terme parce que dans le cas de Kaboul, par exemple, c'est une série sur laquelle j'étais pas producteur et d'ailleurs on n'était que créateur de la série avec Thomas, même si on a tout écrit, etc. Et vraiment, il y a eu une vraie partition entre le scénario et la réalisation. La réalisation qui d'ailleurs a été faite assez à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a eu un très grand respect des textes et il n'y a pas eu elles ont pas touché les réalisatrices au texte sans nous en avertir. Donc il y a eu ce respect, mais ça restait encore un peu de la TD, disons, plus européenne, je pense quand même. Et ensuite parce que sur Tapi et sur une nouvelle série que je viens de signer avec Tristan, on est certes, alors cette fois on a une part de production artistique, donc on est plus showrunner, mais comme lui fait la réalisation et moi je supervise l'écriture avec lui, mais j'ai plus le rôle de narrateur. En fait, il y a pas cette dimension de direction artistique qu'il y aurait chez un showrunner. Et là, je fais aussi une série chez Disney, dont je pourrais être une sorte de showrunner au sens américain, mais je l'écris pas. C'est-à-dire que je la coproduis avec un producteur
Donc j'assiste j'ai créé la room des auteurs avec le producteur. C'est moi qui relis en priorité tous les textes, qui les étape, etc. Mais c'est pas moi qui l'écris, donc c'est pas non plus showrunner. En fait, je pense qu'il y a peu de projets où il y a des vrais showrunners comme aux États-Unis, en France. Peut-être que ça existe et que je les connais pas. Enfin, je connais le cas de Rochon et de Camille parce que je la connais et que je vois un peu comment ça s'est passé. Mais peut-être qu'il y en a plus que ce que je crois, mais j'ai pas la sensation qu'il y en ait tant que ça. Je pense qu'il y a encore trop enfin, il y a encore trop, c'est pas un reproche, mais je pense qu'il y a quand même encore une prééminence du producteur dans la chaîne de production française, en fait. Et que le producteur, si on lui pique en plus le rôle de producteur artistique, dans le cas d'un développement, je veux pas trop l'intérêt, en fait, parce que du coup, il va pas faire juste le relais de poste entre les textes et la plateforme. Donc, je pense que la position du producteur dans la série est plus forte en France qu'elle l'est aux États-Unis. Et justement, l'aventure américaine, c'est quelque chose qui peut te tenter? Si je parlais pas si mal anglais, oui, je pense, mais je parle vraiment beaucoup trop mal anglais pour ça, en fait, je pense. Il faut que tu te prépares, hein, Cannes, ça arrive vite, là. Ouais, mais ça va, je vais parler en français quand même. Le film, il est en français. Donc, Cannes, ça va, on peut parler en français, je pense. Et d'ailleurs, ça ressemble à quoi, la folie de Cannes, quand t'es scénariste là-bas? Parce que tu l'as vécu plusieurs fois. Ouais, écoute, c'est un peu la folie, quoi, mais c'est ça, il y a ces bons moments et ces mauvais. Le plus angoissant est toujours qu'on se fait étriller à un endroit ou à un autre et qu'on retient un peu que les gens qui nous étrillent. Donc, on essaie d'anticiper là les choses négatives que les gens vont dire sur le film. On se fait des listes, on se les envoie entre nous. Et on essaie d'inventer un peu l'assassinat du film. Voilà. Et à l'heure où les gens écoutent ce podcast, ils peuvent aller voir, si jamais, je pense qu'on est trié par plein de gens, donc ils peuvent aller voir ce qui s'est dit sur... Mais non, après c'est amusant, mais il y a une dimension quand même un peu... c'est un tout petit peu étouffant, je trouve, quand même. C'est très, très éprouvant, quoi, physiquement. Je suis toujours ça rentrer très fatigué de là-bas. Alors que c'est rapide en plus, hein, c'est 3 jours, mais c'est intense émotionnellement et c'est énormément d'attente, en fait. Donc, comme je suis assez angoissé de nature, en fait, plus j'attends, plus j'angoisse. Donc, et on travaille pas là-bas. Enfin, voilà, donc c'est genre de gens, j'anticipe là, mais je vais me préparer physiquement. Est-ce que tu en profites pour faire des rendez-vous en parallèle? Ou c'est vraiment full pour Moulin? Non, on va faire un peu des rendez-vous en parallèle, ouais. Mais bon, attends, on est scénariste, hein, quand même, tu vois. J'y vais pas en tant que producteur Ouais. Même si j'ai une part de copro sur Moulin, d'ailleurs, c'est le premier film que ma production coproduit, quand même. Mais non, je vais faire un peu de rendez-vous cette année, oui, je pense. Mais je suis tellement stressé, en fait, et angoissé que j'ai du mal à prendre des rendez-vous là-bas parce que j'ai vraiment la tête qui n'y est pas, quoi. Écoute, on va arriver tout doucement vers la fin de cet entretien, donc on va se laisser une dernière question pour Maxence et pour moi. Maxence, je te laisse démarrer. Tout à fait. Parmi tous les projets sur tous les formats que tu as pu travailler, donc aussi bien roman, série, film, peu importe, lequel tu dirais, lequel tu es le plus fier et pourquoi? Ok. Je crois que je vais pas faire de langue de bois, mais je pense que je peux pas répondre à cette question parce que je suis fier de beaucoup de projets pour des raisons très différentes à chaque fois. Et j'ai pas de projet préféré. Alors, si j'étais encore plus langue de bois, je dirais Moulin, comme ça, c'est, voilà. Avant Johnny, bien évidemment. Avant Johnny, mais ça, c'est pour l'enregistrement de l'année prochaine. C'est ça, exactement. Non, j'ai pas de... il y a des choses que j'aime et qui me frustrent dans presque tous les projets. Évidemment, Tapi a été un projet merveilleux. Enfin, t'as dû l'entendre formidable avec Laurent, avec Bruno, avec Tristan. On a eu BAFTA. Enfin, ça a été une aventure complètement dingue. Donc, évidemment que voilà. Mais quand j'ai fait Novembre, en fait, ce pari réussi, c'est Eric qui décide de le réaliser. L'ampleur que le film il a pris, c'est la réussite qu'il a eue, c'est les gens comment ils s'en sont emparés. J'étais allé dans une salle au bout d'une semaine pour voir un peu, parce qu'on me racontait comment ça se passait, d'aller palper comme ça l'émotion des gens à la fin du film dans le noir et dans le silence, c'était hyper émouvant. Quand on a fait Atlantique, c'était avec le Grand Prix, c'était bouleversant. Mercato, c'est un film que j'ai adoré, on a vécu une aventure super et Jamel est un mec absolument extraordinaire. En fait, tous les projets, il y en a qui frustrent plus, mais en tout cas, il n'y en a pas un que je préfère. Pour moi, je vais te laisser le choix entre 2 thématiques à aborder.
Est-ce que tu veux parler du possible passage du RN en 2027 à la présidentielle ou est-ce que tu veux parler d'utilisation de l'IA dans nos métiers d'écriture? Et c'est lié les questions? Non, Je non, peux les c'est lier l'une ou ou pas? l'autre. Est-ce que ah bah, tu peux si tu veux. Si tu arrives, écoute, Sur la première, mon sentiment républicain est trop fort pour que j'arrive à me représenter cette hypothèse. Et je continue à croire quand même qu'on va défendre nos institutions jusqu'au bout. Et pour autant qu'il faut pas nier certaines réalités des problèmes sociaux de ce pays et qu'il y a une façon, un choc politique à trouver à un endroit ou un autre. Mais sur la deuxième, en fait, j'ai du mal à me représenter vraiment ce que l'IA va. Est-ce qu'elle va prendre notre place ou pas? Je sais pas si vous avez, vous, un avis là-dessus. Moi, je l'utilise pas vraiment. J'ai commencé à l'utiliser là sur un ou deux films, mais vraiment, en fait, pour des questions d'approfondissement spécifique, de questions historiques, en fait. Et en règle générale, en sachant quand même à peu près le cadre de réponse, donc en voyant si jamais ça se trompait ou pas. Et j'ai trouvé ça de fait assez utile, mais comme un outil pur de. Ensuite, il y a peut-être qu'il y a dans le flux en fait de ce qui s'écrit au quotidien, etc. C'est probable que ça prenne une place de plus en plus forte. J'aime pas non plus la réponse un peu niaise qui consisterait à dire que l'esprit humain a des spécificités artistiques qui font qu'aucune machine ne pourra nous remplacer, parce qu'on a très bien vu dans le passé que ce genre de truc était balayé comme assez rapidement. Donc en réalité, j'ai ni trop d'avis sur l'avenir du pays, ni sur l'avenir de l'IA en fait. Donc il faut travailler au quotidien. Voilà. c'est vrai que nous on l'a utilisé dernièrement avec Maxence, c'était pour un téléfilm, un polar, pour certains délais d'analyse scientifique. On avait du mal, tu vois, à identifier. Donc c'était vraiment purement des questions très, très, très spécifiques, comme ce que tu disais. Ouais, quand c'est spécifique, je pense que c'est un outil d'ailleurs assez formidable. Hein. Enfin, moi, je l'ai fait là sur un film, c'est assez bluffant en fait. Après, je revérifie quand même parce que t'es obligé, pas se t'es fier à complètement obligé. 1000%. Mais quand même, il y a un truc de synthèse. Après, je connais des gens qui utilisent beaucoup plus en analyse de scénarios, qui mettent les scénarios dedans, ça sort des résumés, des trucs, Bon, tant que c'est un outil en fait. Ouais. Moi, j'ai pas été très sur le cul de l'analyse des scénarios là-dessus. Ah ouais, j'ai pas fait moi, mais. Ouais. Non, c'était pas ouf. Moi, je l'utilise comme un très mauvais assistant, un très mauvais co-scénariste en fait. Parce que comme il te balance en général que de la prédiction, tu sais, c'est un modèle prédictif mathématique. Donc en gros, en général, il te balance une banalité totale sur ce que tu lui demandes. Et en fait, moi, ça me permet de switcher. Oui, d'avoir en fait, la vision basique des choses. Parce qu'en fait, comme Maxence a du talent, ce qui est chiant, c'est que si je lui pose la question et qu'on brainstorm ensemble, il va avoir des bonnes idées. Alors que du coup, quand je peux pas solliciter Maxence, tu vois, je sollicite l'IA qui me donne une grosse bouse et ça m'oblige moi à être un peu meilleur qu'elle, quoi. Enfin, voilà. Ah oui, c'est sûr. Mais toi, ouais, tu vois pas un remplacement, un moment ou une. Je peux pas dire que je le vois pas non plus. D'ailleurs, on a fait Chien 51, ça parlait de ça, donc je peux pas te dire c'est pour ça que je te lançais là-dessus, que j'imagine pas que ça pourrait arriver, mais j'ai la sensation de toute façon, et ça a été la même chose avec le numérique, ça a été la même chose, j'imagine, avec le téléphone à l'époque. En fait, et ça va de plus en plus vite, mais les sociétés se réorganisent avec les outils qui est là. De toute façon, on va faire quoi? On va pas disparaître demain. Donc, mais en fait, quoi qu'il arrive, on voit bien qu'une IA, si on lui pose les mauvaises questions, elle donne les mauvaises réponses. Donc il faudra bien quand même qu'il y ait encore des gens qui, même si l'outil elle va pas d'elle-même en fait produire des films de A à Z. Donc ce sera peut-être que les usages vont changer. Peut-être que dans 10 ans, si on se reparle, on l'utilisera beaucoup plus au quotidien pour des tâches que des humains auraient pu faire. Mais ces humains-là, ils auront trouvé autre chose à faire, espérons-le. Moi, c'est plus les conséquences sociales de ça qui m'inquiètent que le remplacement, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, complètement. C'est-à-dire, en fait, et ce qui rejoint de fait ta première question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la pauvreté, en fait. Il y a un moment où, quand même, on voit bien que ça se distend et que ça provoque, en fait, des aspirations politiques qui sont désastreuses. Donc, comment on arrive à retrouver un schéma de société qui intègre tout ça sans pour autant bouleverser le tissu social, en fait. Ouais. Des grands questionnements, complètement. Pour finir, une note beaucoup plus légère avec les 3 questions express de Maxence. C'est ça, donc 3 questions au plus rapide ta réponse. La première, c'est quel est ton film et ou ta série préférée? Le Parrain.
OK. Le scénario que tu aurais voulu écrire? Ça, je peux pas dire Le Parrain. Scénario que j'aurais La voulu Marraine, écrire. la suite. Casino. OK. Et pour terminer, le dernier coup de cœur, tout format confondu? Ah bah, j'ai un coup de cœur qui va être très ringard, parce que j'ai regardé The Crown pour la première fois il y a 3 mois, donc mais bon, ça date un peu. Non, c'est le dernier film que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Juste une illusion de OK. Toledano et Nakache. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très beau, très, très mélancolique et je d'une belle mélancolie. Vous l'avez vu, non? Pas encore. Non. Et ben, je vous le recommande. Voilà. Parfait. Qui marche très, très bien, Génial. qui approche les 2 millions d'entrées, donc joli succès. Ouais, tout à fait. Ouais, très beau film. Olivier, un grand merci d'avoir, partagé cette heure et demie avec nous. On va te souhaiter Merci. un bon voyage pour Cannes. Bah, merci. On te dit un grand merde encore. Et juste pour finir, si un jour il y a un film sur un petit gars des Vosges qui est né à Remiremont et qui devient un grand scénariste et qui décroche une palme d'or, elle ressemble à quoi la première séquence que tu écris sur ce biopic? Waouh, Ouais, moi je bah, fais je vous péter le laisserai cerveau l'écrire, sur hein. la fin. Non, non, mais vous êtes scénariste, vous l'écrirez. Ça marche. Bah, écoute, on te met en lien avec C'est à notre vous de la agent. trouver, je vais pas vous ouais. Voilà, c'est Non, clair. je sais pas, ouais. Bon, Bah, bah, merci écoute, tous beaucoup en les tout cas, c'était très ouais, sympathique. un grand J'espère que merci j'ai Merci pas à dit Olivier. toi. n'importe quoi, mais c'est toujours un peu mon angoisse, mais Non, bon. c'était très bien. Très, très bien. Vous qui nous écoutez, merci encore une fois de nous avoir suivis. On vous rappelle un nouvel épisode tous les 15 jours, les mercredis à partir de 7 heures du matin. On ne fait pas de pause cet été, on est en train de réfléchir avec Maxence sur, les programmes spéciaux qu'on vous sortira tout au long du mois de juillet et du mois d'août. Si vous souhaitez, nous soutenir dans cette démarche, n'oubliez pas qu'on a un Patreon et un, Tipeee dont je ne parle, jamais. Maxence, on est d'accord? Que j'en parle Tout quasiment à jamais. fait. Mais merci aux quelques personnes qui soutiennent la démarche. On espère une fois encore que vous avez trouvé beaucoup de trucs et astuces pour vous-même vous perfectionner et continuer cette aventure qu'est l'écriture. Et on vous embrasse très fort. Salut, salut! Salut.